Retour au débat de France 24. C'est donc dans un peu plus d'une heure maintenant que s'affronteront les 7 candidats à la primaire du Parti socialiste et de ses alliés. La belle alliance populaire, c'est comme ça que s'appelle désormais ce qu'il reste de l'ancienne gauche plurielle. Des candidats donc qui vont débattre et tenter d'obtenir d'ici une dizaine de jours l'assentiment des électeurs pour être le ou la candidate du Parti socialiste, notamment pour l'élection présidentielle. On en parle avec nous ici. Elsa Di Meo, porte-parole de Manuel Valls, vous êtes secrétaire national du Parti socialiste. Philippe Baumel, vous êtes porte-parole d'Arnaud Montebourg et député de Saône-et-Loire. Jean Garrigue, historien, spécialiste de politique française, président du comité d'histoire parlementaire et politique. Vous enseignez à Sciences Po Paris. Vous êtes auteur d'Élysée Circus, une histoire cinglante des présidentielles aux éditions Talendier. Et enfin, Jérôme Sainte-Marie, politologue, président de l'Institut de sondage Pollingvox. Merci à nouveau à tous d'avoir accepté de participer à ce débat. On en parlait à l'instant, finalement, quel est le candidat qui pourra le mieux rassembler la gauche à l'issue de ces primaires. Elsa Di Meo, pour vous, bon, on connaît la réponse, c'est sans doute Manuel Valls. Qu'est-ce qui permettra demain à Manuel Valls de rassembler? On le voit aujourd'hui sur son programme, il a, semble-t-il, évolué. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. Mais est-ce que finalement, sa principale stratégie de candidature, c'est pas de dire aux électeurs, je ne suis pas, peut-être pas en tout cas votre choix du cœur, mais je suis le seul à pouvoir vous apporter la victoire? Est-ce que c'était pas ça finalement le slogan, faire gagner ce qui nous rassemble? Je vais revenir sur votre première question parce qu'il y en a beaucoup. Tout d'abord, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que Manuel Valls est le mieux placé pour mener le combat pour la gauche et pour faire en sorte... C'est justement pas ses chances de victoire. Pour faire en sorte que on déjoue l'ensemble des pronostics qui donnent aujourd'hui un deuxième tour entre l'extrême droite et la droite. D'abord et avant tout, c'est, même si on est tous en train de relativiser ce soir, mais la position dans laquelle il est dans l'ensemble des sondages d'opinion qui disent très clairement qu'il est celui demain autour de qui peut se faire le plus haut le rassemblement pour la gauche. Même s'il ne se qualifie pas pour le second tour, d'après les sondages. Mais c'est ce qui détermine, pour moi, en partie, le fait que je souhaite que ce soit lui qui mène le combat au nom des socialistes et qui aille demain faire en sorte qu'on perturbe le duel écrit, y compris d'un point de vue des médias aujourd'hui, entre François Fillon et Marine Le Pen. Pourquoi, en ce qui me concerne, je viens d'un territoire... Alors oui, moi je suis très fière d'être une militante de terrain et de territoire où c'est l'extrême droite aujourd'hui qui rempoche et à jamais l'extrême gauche qui est en train d'être sur des vraies forces dynamiques. Je parle de la région PACA, je parle du Var, je parle de Fréjus, d'où je suis. Je crois que celui qui peut mener ce combat le plus déterminé aujourd'hui contre l'extrême droite et contre son projet de société, c'est Manuel Valls. C'est d'ailleurs celui qui l'a fait pendant tout ce quinquennat. Qui c'est qui a relevé les manches et qui est allé faire en sorte qu'aucune région ne bascule à l'extrême droite? Qui c'est qui est allé, même lorsque c'était difficile sur l'ensemble des combats, montrer que le combat des socialistes était celui de leurs valeurs et d'ailleurs c'était d'aller et de monter au charbon sur ces questions-là. Voilà pourquoi Manuel Valls est le mieux placé. Voilà pour moi ce qui fait aujourd'hui que non seulement les socialistes mais le peuple de gauche se réunira derrière Manuel Valls. Juste si vous me le permettez, une dernière chose, nous sommes tous aujourd'hui emmenés par les mêmes, je pense que Arnaud Montebourg l'a dit clairement d'ailleurs, par la même souhait de rassemblement au soir de la désignation du candidat par la primaire. Et donc moi je serai derrière le candidat qui l'emportera et je souhaite que ce soit de même pour tous les candidats et donc qu'il fera le rassemblement de la gauche. Philippe Baumel, qui parle le mieux aujourd'hui à l'électorat populaire tenté notamment par le vote Front National? Manuel Valls nous répond à l'instant, Elsa Di Meo, ou bien Arnaud Montebourg avec son discours sur la mondialisation qui, par certains aspects, notamment portant sur la relation avec l'Europe, peut ressembler en certains points à celui tenu par à la fois Jean-Luc Mélenchon et puis aussi certains à droite comme Nicolas Dupont-Aignan. Alors, je vous avoue, je ne connais pas tout à fait le message porté par Dupont-Aignan. Vis-à-vis de Mélenchon, probablement... Non, j'ai volontairement pas mentionné Marine Le Pen, puisque j'imaginais à l'avance que vous alliez me dire non. Vis-à-vis de Mélenchon, probablement, qu'il y a quelques thématiques sur lesquelles, évidemment, ils peuvent se retrouver. Et c'est précisément cela dont il faudra parler au lendemain de la primaire qu'il aura probablement gagnée. Moi, je pense qu'il est en capacité, sur les propositions concrètes qu'il a faites, notamment sur les instituts, la réforme des institutions, sur la capacité, justement, de rendre du pouvoir d'achat à une catégorie sociale particulièrement aujourd'hui dans la difficulté. Je pense à ceux qui gagnent moins de 2 000 € et qui pourront, grâce à la baisse de la CSG, avoir un 13e mois, quasiment un 13e mois de plus. Tout ça, c'est du concret. Et je pense qu'il faut très vite, d'ailleurs, dans ces débats, être précisément dans des propositions particulièrement concrètes qui peuvent parler aux gens. Et justement, parce qu'il a ces propositions-là dans son bagage, il va être en capacité de rassembler. Jérôme Sainte-Marie, on entend des propositions d'Arnaud Montebourg. On s'en souvient, c'était un des premiers à avoir déclaré sa candidature. Et il avait d'ailleurs
exposer son programme à ce moment-là. Manuel Valls l'a fait beaucoup plus récemment, mais pourtant, finalement, la seule qui, pour l'heure, retient l'attention, en tout cas dans les médias, c'est non pas la proposition de regrouper les allocations, les minima sociaux dans un minimum décent, comme le fait Manuel Valls, mais tout est éclipsé par ce revenu universel de Benoît Hamon, qui, pendant 2 semaines, a suscité des commentaires de tous les candidats. Est-ce que c'est pas lui, finalement, qui a réussi jusqu'à présent à centrer la campagne sur cette thématique-là? Oui, c'est une grande force, en effet. Il profite, déjà c'est effectivement un thème qui d'ailleurs n'est pas d'extrême gauche, qui est plutôt un thème d'inspiration chrétienne, si on y réfléchit un petit peu, mais c'est en tout cas un thème effectivement relativement nouveau. Certains libéraux comme Gaspard Koenig, par exemple, poussent aussi. Voilà, qui intéresse. Et il réalise de ce point de vue-là un petit peu l'opération qui avait si bien réussi Arnaud Montebourg lors de la précédente primaire de la gauche, il avait fait 17%, notamment parce qu'il avait développé le thème, grosso modo, du protectionnisme, en fait, de manière plus ou moins euphémisée, mais il s'agissait de protectionnisme. C'était un sujet fort intéressant. Là, on le voit moins identifié à un thème unique, il a un propos plus généraliste. Et de son côté, Manuel Valls, je crois, a un autre problème. Manuel Valls a été très critiqué sur le fond par beaucoup de sympathisants socialistes, mais il y avait quelque chose, vous l'avez d'ailleurs mentionné, qui lui a été reconnu par différentes prises de position, et notamment par son engagement lors des élections intermédiaires, des régionales, tout ça, c'était le courage. Le courage, l'affirmation, il avait une identité qui était clivante, mais au moins, il était d'une netteté extrême. Or, très curieusement, il y a eu un choix de communication probablement très étonnant au début de cette campagne, qui a été où il a l'impression de regretter le 49-3, de dire je me suis laissé imposer. Manuel Valls ne nous a pas habitués, si vous voulez, à ce comment dirais-je, à se plaindre de s'être laissé imposer quelque chose. Et là, je crois très sincèrement, parce que ce qui va se passer ce soir pour le débat, comme pour les suivants, on va juger des idées, mais on va juger également des hommes ou des femmes. On va juger des caractères. Et là, je crois qu'il s'est fait un tort considérable, très sincèrement, en semblant revenir sur des choses qui étaient absolument évidentes. Et pour quelqu'un qui était Premier ministre il y a encore très peu de temps, il a donné l'impression de chanceler finalement au moment où on attendait justement, on valorisait cette assurance. Elsa, on va répondre très rapidement parce qu'on a évoqué le cas de Manuel Valls et puis Jean Garrigue dans un instant. Pour juste répondre là-dessus, je crois qu'il a souhaité faire un exercice de vérité. Regardez, vous voyez bien comment aujourd'hui ça a divisé cette histoire de 49.3, cette utilisation. Et donc il est rentré en campagne en disant je me dois la vérité sur ce sujet. Ça a été mal compris. Je partage, on l'entend beaucoup. Je pense que c'est aussi du courage que de faire cet exercice de vérité, de dire ça a divisé même ma propre majorité. Jean Garrigue. Oui, alors, comme l'a dit Jérôme, je pense que Benoît Hamon est parti là avec un avantage dans cette primaire, dans ces débats, c'est cette utopie mobilisatrice du revenu universel d'existence, dont chacun s'accorde à dire que ça n'est qu'une utopie pour l'instant, et que lui-même d'ailleurs présente sa mise en œuvre comme quelque chose de moyen terme, voire de long terme, et préparé par des mesures pour les 18-25 ans, une sorte de RSA New Look. Ça a été la bonne idée parce que ça correspond au fond à l'ADN de la gauche et qu'au fond, cette gauche-là, qui regarde vers son histoire, avait envie d'entendre. Oui, mais ça ramène la gauche aux 2 critiques habituelles de la droite, laxisme et assistanat. Alors, évidemment, on est là dans quelque chose qui est contraire à ce que propose la gauche pragmatique que peut représenter Emmanuel Valls ou Emmanuel Macron, d'ailleurs, hors de la primaire. Et c'est vrai aussi qu'il y a eu cette... Je termine, si vous me permettez. Je vous sens bouillir, mais je pense que vous êtes une militante et c'est très... J'admire ce militantisme. Mais il y a une erreur stratégique là, de communication sur le 49.3. Mais le problème, il est plus grave pour Manuel Valls. C'est précisément qu'au fond, Manuel Valls, a priori, en tant que Premier ministre, avec l'image dont parlait Jérôme, etc., c'est quelqu'un qui pourrait sans doute être le meilleur candidat des socialistes pour un premier tour, voire un deuxième tour de présidentielle. La présidentialité, qui est quelque chose d'important dans une campagne politique, il a cette présidentialité, les gens lui reconnaissent, et c'est quand même parmi les candidats à cette primaire, celui qui, sur des thèmes comme la sécurité, quand même un thème qui n'est pas indifférent aux Français, la manière de se positionner clairement sur la laïcité, etc. Sur tous ces thèmes-là, il a quand même, me semble-t-il, un peu d'avance sur les autres candidats. Sauf que le problème, c'est que cette avance-là, qui pourrait lui être utile dans un premier tour de présidentielle, voire dans un deuxième tour,
sur une primaire de la gauche, alors là, elle le met à la périphérie de ce qui est l'identité, a priori, de cette gauche. Et on le voit bien, d'ailleurs. On voit bien que les autres candidats, là-dessus, sont beaucoup plus en retrait. Et ça, c'est un vrai problème pour lui. Le problème qui s'est posé dans la primaire de la droite pour Alain Juppé. Alain Juppé était un peu en périphérie de l'ADN de la droite. Sauf qu'Alain Juppé a incarné à un moment la faction centrale du RPR. Manuel Valls, historiquement, c'est ce monsieur 5% à la primaire de 2012. Il a toujours été, de son propre aveu, même longtemps en tout cas, marginal au sein du Parti socialiste. Oui, alors, mais je pense qu'il y a aussi une évolution. Il y a eu un quinquennat, il y a eu une évolution, et quelques sondages l'ont montré, une évolution des sympathisants et des électeurs de gauche autour des idées, justement, de sécurité, autour des idées de valeur travail, etc. Tout ça fait un petit peu bouger les lignes, me semble-t-il, peut-être même beaucoup, on le verra dans cette primaire, d'une partie des sympathisants de la gauche. Alors, est-ce que le noyau dur, ceux qui vont voter à cette primaire-là, j'ai des exemples de sondages que je vois en face, qu'on tique un tout petit peu, des exemples de sondages qui montrent que sur ces questions, il y a une évolution de l'électorat de la gauche. Est-ce que cet électorat viendra à la primaire? Est-ce que cet électorat de la primaire sera un électorat plus conforme à l'histoire, à la tradition, on va dire à la gauche orthodoxe? C'est toute la question. Philippe Baumel. Je crains quand même que ce qui va guider au premier fait, en premier à l'esprit des électeurs de la primaire, ça va être la volonté de rejet. Et la volonté de rechercher aussi une forme de cohérence. Et certainement pas, ils ne vont pas la trouver dans les dernières virevoltes de l'ancien Premier ministre. On a parlé de la question... Vous parlez presque comme si c'était une primaire d'un parti d'opposition, finalement, après 5 ans de gouvernement d'une autre majorité. Il faut bien quand même un petit peu pour que chacun puisse faire le tri. Et puis parce que, évidemment, on parle beaucoup autour de cette table de Manuel Valls, donc je suis obligé de me positionner aussi sur lui. Donc je dis simplement qu'il y a un problème de cohérence et que les Français détestent aujourd'hui, dans la confusion générale, à mon avis, qu'on rajoute de l'incohérence dans les propos et dans les faits, en quelque sorte, qui ont été posés tout au long de ce quinquennat. Regardez, la dernière thématique sur laquelle on a été tous stupéfaits de son changement de pied, c'est la question des heures supplémentaires. Moi qui suis issu donc la défiscalisation des heures supplémentaires, donc il revient sur une proposition. J'étais ce matin dans un café au Creusot, je peux vous dire que personne ne comprend plus rien. François Hollande lui-même a confessé que c'était sans doute sa principale erreur de son mandat. Et il n'est pas le seul, visiblement, à le penser. Donc aujourd'hui, il a changé d'avis. Il a changé d'avis aussi sur le 49.3. Donc il a changé d'avis quand même sur des questions essentielles. Jérôme Sainte-Marie. Oui, non, je tiquais tout à l'heure un tout petit peu, parce que quand on parle de l'évolution de la gauche, quand on parle de l'évolution des sympathisants socialistes, il faut bien qu'on mesure qu'on ne mesure pas que cette évolution se fait sur des ensembles dont le volume a beaucoup changé. Je m'explique. On a eu une réduction spectaculaire. Et là, je n'ai pas uniquement les sondages, c'est surtout les élections intermédiaires qui l'ont montré, de l'influence électorale de la gauche, en général, du Parti socialiste en particulier, lors des élections intermédiaires. Je pense par exemple aux élections municipales. Une ville qui a toujours été socialiste, ou en tout cas à gauche, comme Limoges, la Rome du socialisme, disait-on autrefois, eh bien, a été perdue par la gauche. C'est-à-dire, la crise du quinquennat se traduit très concrètement. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont partis ailleurs. Alors, c'est toute la question, je finirai mon propos par là, c'est tout le mystère et peut-être même le paradoxe de cette primaire. C'est qu'au fond, il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, ce qui se passe au Parti socialiste, ça ne nous intéresse plus. Dans les intentions de vote pour la présidentielle, les candidats socialistes testés, bon, forcément, ils sont affaiblis, on ne sait pas encore qui ça va être, eh bien, sont entre 6 et 12%. Bon, ça sera sans doute plus haut, mais enfin bon, là pour l'instant c'est ça, donc ça c'est quand même beaucoup réduit. Même 5% quand c'est Vincent Payon. Il y a des gens qui disent, bon, très bien, tant qu'à faire du social-libéralisme, on va aller voir du côté de Macron, et puis d'autres qui disent, non, tout ça, ça nous va pas, ce qu'on veut c'est une gauche maintenue, populaire, et on va du côté de Mélenchon. Alors le paradoxe, c'est qu'en fait, bien sûr, Jean-Luc Mélenchon, qui sera candidat, souhaite que ce soit sans doute Manuel Valls qui soit désigné, et inversement, Emmanuel Macron souhaite que ce soit quelqu'un issu de la gauche du PS. Mais ça, c'est des chefs. C'est les candidats. Les électeurs, ils ne voient pas ça du tout. Et beaucoup d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon, potentiels actuellement, vont se dire il faut peser le plus à gauche possible, donc vont aller voter pour M. Hamon, pour M. Montebourg. Alors qu'inversement, des gens qui se disent finalement aujourd'hui c'est quand même Macron qui est l'offre la plus séduisante, vont aller voter pour Manuel Valls. Et aller à l'encontre donc des intérêts de leur candidat. Voilà, il y a un paradoxe, si vous voulez, entre l'électeur et le candidat là, qui est assez marrant. Vous parliez tout à l'heure de l'ADN de la gauche autour de la proposition de revenu universel. Je crois que c'est fondamental. L'ADN de la gauche, c'est pas forcément le revenu universel, mais en tout cas c'est le rapport au travail. Et là où vous avez raison, c'est que ce qui se joue aussi dans une période où, on le voit, les politiques ont été des fois sur des
des options différentes en interne du Parti socialiste sur la question de l'emploi et sur la question notamment de comment traiter le chômage. On est au cœur de ça aujourd'hui dans la proposition qui peut être celle du candidat que je défends de revenus décents autour de Manuel Valls ou de revenus universels. Est-ce qu'on considère que la gauche aujourd'hui, elle est dans l'individualisation des prestations sociales, par exemple, avec ce qui a été notre politique sur les allocations familiales et qui est aujourd'hui au cœur du projet de Manuel Valls, avec l'idée que selon son revenu, selon les modalités dans lesquelles on se trouve, d'emploi, de capital et autres, on a ou non une aide et une solidarité de la part de l'État, ou est-ce que, comme aujourd'hui souhaite amener Benoît Hamon la gauche, on va vers des propositions qui n'étaient pas traditionnellement celles du bloc réformiste du Parti socialiste et l'universalisation des droits sociaux, puisque c'est ce que propose Benoît Hamon. Je crois que c'est fondamental. Philosophiquement, on est aujourd'hui au cœur de, y compris, non pas de tensions, mais de réflexions qui ont alimenté les débats de la gauche et qui régénèrent la gauche. Et moi, j'espère entendre ça aujourd'hui. J'espère entendre dans les débats ce soir ces choses-là s'affronter avec noblesse, parce que c'est ce qui a fait la pluralité de la gauche et c'est aussi ce qui fait sa richesse. Jean Garrigue. Oui, là, moi je suis tout à fait d'accord. Et ça a été la force justement de cette thématique du revenu universel, de poser la question du chômage de masse, de ce que sera la société du 21e siècle. Une question que posait déjà il y a une vingtaine d'années Michel Rocard, par exemple, sur la civilisation des loisirs, au passage. Oui, mais sauf qu'entre-temps, il y a eu le boom Internet qui a montré qu'on pouvait créer des millions d'emplois. Alors, oui, et ça c'est ce que défend à la fois Arnaud Montebourg, Manuel Valls, c'est l'idée de la valeur travail et du fait qu'on peut justement utiliser cette transformation civilisationnelle pour construire une nouvelle valeur travail. Mais il y a beaucoup de choses. Si on regarde les programmes des uns et des autres, par exemple, le projet européen, on voit qu'il y a des convergences entre les uns et les autres. Moi, je recherche toujours ces convergences. On voit que sur l'idée, par exemple, d'un grand plan d'investissement européen, entre Arnaud Montebourg, Manuel Valls, on peut se rejoindre. Alors, c'est vrai que les méthodologies sont pas les mêmes, mais il y a beaucoup de points où il y a des choses qui peuvent se construire. Ils sont un peu tous d'accord. D'abord, et ça c'est la grande force, j'allais dire, des socialistes, sur le programme très répulsif de François Fillon. Ça peut quand même constituer, et là on le voit très bien, c'est quand même un axe, là aussi, de convergence sur cette primaire. Donc il faut quand même voir aussi de ce côté. Alors je sais bien qu'on est là à l'approche d'un premier tour de primaire, qu'on a tendance plutôt à voir ce qui sépare les uns et les autres. Mais il faut quand même penser aussi à l'après. Philippe Baumel. Et vous voyez ce débat sur une question essentielle comme la valeur travail, c'est précisément un des débats que nous n'avons pas pu avoir pendant tout le quinquennat. Les compteurs étaient bloqués. Oui, mais en général, c'est pas au pouvoir qu'on débat. C'est dans l'opposition qu'on travaille pour formuler un projet, et beaucoup ont reproché effectivement à la majorité d'être arrivés avec un projet pas forcément totalement cohérent. Nous ne sommes pas arrivés à réguler le débat, le travail au sein des groupes parlementaires et au sein de notre propre parti pendant ce quinquennat. Il y a eu un certain nombre de blocages qui ont été marqués dans la construction des solutions à trouver et qui ont théorisé des fractures sur des questions essentielles comme celle précisément de l'évolution de la société par rapport au travail. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons avec ce débat-là aujourd'hui qui est un débat essentiel, mais que malheureusement nous n'avons pas pu le trancher au moment d'une loi qui était pourtant faite sur la question du travail, qui était la loi El Khomri. Simplement, Jérôme Sainte-Marie. Oui, ces débats ne sont pas seulement théoriques, il y a quand même une traduction très concrète. C'est l'évolution de la composition, encore une fois, du peuple de gauche, celui qui va voter pour la gauche. Et là, la sociologie. Et là, qu'on le veuille ou non, les changements sont terribles. Regardons même les fonctionnaires qui sont quand même le pilier de la gauche, ou plus précisément du Parti socialiste. Eh bien, dans la fonction publique de catégorie C ou territoriale, on vote de plus en plus pour le Front National. On vote plus Front National dans la fonction publique que de catégorie C que pour le Parti socialiste. Catégorie B, c'est équivalent. Catégorie A, ça reste encore l'avantage du Parti socialiste. Je veux dire, le cœur même de ce qu'a été, si vous voulez, la base électorale du Parti socialiste est affectée. Je ne parle même pas des ouvriers ça fait un certain temps qu'ils sont éloignés, mais là ça devient un éloignement massif, et les salariés de base n'ont pas trouvé, je crois que là c'est pas d'une façon de prendre parti entre vous, mais n'ont pas trouvé de fait dans l'action du quinquennat, n'ont pas trouvé en quelque sorte la traduction de leurs aspirations. Jusqu'à présent, le Parti socialiste a pu survivre à toutes ces crises, elles ont été nombreuses, y compris en 1993, lorsqu'il se retrouvait avec uniquement 57 députés, parce qu'il apparaissait in fine comme le défenseur du salariat. Là aujourd'hui, ça c'est atteint.
Mais un mot de conclusion, très bref. C'est pas nouveau. Le débat auquel vous faites référence en 2008, par exemple, était le même sur quelle doit être la stratégie électorale de la gauche vis-à-vis de ses électeurs. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, et je pense que nous en sortirons de la même manière avec un projet qui soit un projet non seulement cohérent, social, réformiste, et ça nous l'assumons pleinement, mais surtout en ayant des mesures concrètes pour les gens. Et je crois que c'est là où le débat qui est en train de se poser aujourd'hui sur est-ce qu'on considère qu'il faut un revenu décent en permanence pour un certain nombre de nos concitoyens est central. Quand on dit qu'il faut l'augmentation de 10% des petites retraites, aujourd'hui c'est du concret pour les gens. Et d'ailleurs, sur les marchés, moi je suis désolée, j'étais pas dans les débats du groupe parlementaire, mais sur les marchés, les gens ne rigolent pas à 10% d'augmentation. Parce qu'ils savent ce que ça fait que 40 euros, 50 euros et que le gouvernement n'ait pas proposé. Non, on va pas repartir dans le débat. On n'a pas eu les moyens quand même. On va pas repartir dans le débat. Vous savez qu'on n'a pas eu aujourd'hui, on n'a pas eu la chance de trouver le pays dans l'état dans lequel on souhaitait le trouver. Oui, on vous a entendu en tout cas. Merci beaucoup Elsa Di Meo, merci Philippe Baumel d'avoir été avec nous. Merci également à Jean Garrigue et à Jérôme Sainte-Marie. Vous restez avec nous parce qu'on continue cette fois l'actualité vue du net. C'est tout de suite un œil sur les débats. Le débat, vous voyez, ça continue, mais on est déjà passé, nous, à l'actualité vue du net. Merci beaucoup. Ça va se poursuivre de toute manière. Il y a dans 3 quarts d'heure un autre débat, c'est avec les candidats. En tout cas, la primaire, ça fait beaucoup réagir sur Internet, Anthony Saint. Oui, des candidats qui étaient dans les starting blocks toute la journée et qui ont été, chacun a publié un petit tweet ici et là, à commencer par Arnaud Montebourg, par exemple, qui semblait vouloir réviser ses fiches avant le grand oral en publiant cette photo. Révision aussi pour Manuel Valls, mais cette fois-ci vu par le dessinateur Bernd Kau. Que faisiez-vous entre le 31 mars 2014 et le 6 décembre 2016 ? J'étais avec Michel Rocard. Demandez-lui de confirmer, dit-il. Autre tease, cette fois-ci, de Vincent Payan. Je vous promets un beau débat d'idées. Notre responsabilité, c'est de redonner de l'espoir aux Français. Tease aussi pour Sylvia Pinel ou encore Benoît Hamon et François de Rugy. Alors, de nombreux teasings et 2 enjeux principaux pour ce débat. Bien sûr, intéresser et convaincre les électeurs de se déplacer et puis aussi essayer de débattre sans s'étriper. Ça risque d'être plus difficile de parler économie, sécurité, terrorisme notamment. Alors, on pense par exemple à certains, pour certains, c'est même une bataille de Waterloo qui se prépare entre Valls, Hamon et Montebourg. On pense notamment à leur opposition sur le revenu universel. Et ça peut être plus dur entre les deux écologistes. Ils sont quand même 2 à occuper un créneau. C'est pas faux. Alors c'est vrai que depuis, par exemple, ce matin, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a fait parler d'elle en tenant pour responsable de ce qu'elle appelle l'immense gâchis du quinquennat Hollande, Macron et Valls. Alors la maire de Paris qui soutient Vincent Payan, qui pourtant défend le bilan, le quinquennat. Alors justement, on a du mal à s'y retrouver. Et pour certains, ça laisse certains internautes, ça les laisse perplexes. Incompréhension aussi pour ce journaliste qui se demande où chercher l'erreur, ou même cette militante. Que les gens aient tous eu cette réaction effectivement sur Twitter, parce que c'est vrai que ça saute aux yeux quand on voit l'interview. C'est la première chose qui vient quand on lit cette interview. Cette militante socialiste aussi qui estime même que l'intervention de Anne Hidalgo était honteuse. Elle est ahurie par son comportement. Il y a eu aussi, bien sûr, beaucoup d'articles partagés sur les réseaux sociaux pour essayer de comprendre et de résumer qui pensait quoi sur tel ou tel sujet. Alors vous avez, selon les thèmes, qui fait quoi, à quel moment et sur quel thème. Beaucoup d'articles partagés sur les réseaux sociaux comme celui-ci de l'Obs, par exemple. Il y a eu aussi beaucoup de personnes qui ont estimé que ce n'était pas vraiment la primaire de gauche, mais plutôt une deuxième primaire de droite. C'est même ce qu'estime cet internaute Ismaël, ou même d'autres qui estiment que c'est peut-être une refonte du congrès du Parti socialiste et plantent même le décor. Mais cette faute du décor, selon eux, la primaire de gauche, non, pour eux, c'est la primaire du PS, en réutilisant ce hashtag qui est souvent repris par les militants d'extrême gauche, prends-moi pour un poisson rouge, du nom de la campagne, d'une des campagnes de Jean-Luc Mélenchon. Alors Jean-Luc Mélenchon, lui justement, il est candidat mais directement à la présidentielle sans passer par la case primaire. Et il annonce d'ailleurs un grand meeting début février. Si j'en parle, c'est pas pour faire de la promo, mais c'est parce qu'il compte passer par un hologramme, être à la fois à Lyon et à Paris. Ce justement, j'allais y venir. Alors 517 parrainages, donc il a ses parrainages nécessaires à sa candidature et il annonçait, en effet, vous le disiez, son dédoublement à Lyon en chair et en os et à Paris par
hologramme. Alors je vois que ça fait beaucoup rire sur le plateau. Et alors il a même eu... Visiblement, il a les moyens de faire campagne quand même. Exactement, il a eu même l'honneur de préciser que c'était une première mondiale. Alors en fait, c'est pas tout à fait vrai. Pourquoi ? Parce que eh bien, le prince Charles l'a déjà fait lui en 2008. Le Premier ministre indien Narendra Modi, lui aussi, mais en 2014, tout comme d'ailleurs le président turc Recep Tayyip Erdogan. À la différence de leur prédécesseur, c'est vrai, Jean-Luc Mélenchon sera en direct et non pas enregistré en studio comme c'était le cas jusqu'ici. Alors ça fait réagir là aussi beaucoup d'internautes, notamment cette journaliste qui se demande si eh bien, le candidat de la France insoumise n'a pas un ego peut-être surdimensionné, nous dit-elle. Certains reconnaissent toutefois que c'est assez original. On peut ou pas l'aimer, mais c'est original. Certains font référence à cette pièce de théâtre en ce moment, cette comédie musicale plutôt en ce moment à Paris. Nous dit on avait Claude François, Dalida, Mike Brandt en hologramme. Maintenant c'est Jean-Luc Mélenchon, et puis certains aussi ont détourné beaucoup de détournements sur les réseaux sociaux. On imagine, eh bien, avec beaucoup de références à Star Wars, par exemple. Là encore, je pense, assez bien résumé. En tout cas, il a trouvé le moyen de faire parler de lui et c'était sans doute le but recherché. Certainement. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir participé à ce débat et à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite. Un nouveau journal sur France 24.